Alors, donc, je vais vous parler du prototype EmotiveVR, qui est un dispositif neuro-interactif dans un environnement VR 360. Donc, pour me présenter brièvement, je suis cinéaste et docteur en arts et sciences de l'art. J'enseigne à l'école supérieure d'art et de design TALM, aussi du Mans, et puis aussi à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Voilà. Et brièvement, je vais passer à la présentation de ce dont je voudrais vous parler. Donc, en fait, le projet de recherche EmotiveR est en cours, hein, c'est quelque chose qui n'est pas terminé encore. Il est mené dans le cadre de la recherche à l'ESSAD-TALM. C'est un projet qui a été sélectionné en 2019 à Laval Virtual et qui a été également présenté dans un colloque international à l'Université de Strasbourg qui s'appelait Affect, flux et fluide. Affect parce que c'est une neuro-interaction, mais enfin, c'est une interaction avec le film qui tente d'analyser les émotions à partir des ondes cérébrales du spectateur. Donc voilà, l'enjeu est bien émotionnel et d'avoir une réponse émotionnelle du film au ressenti émotionnel du spectateur. Donc pour ce projet, ce dispositif d'une thèse de doctorat que j'ai soutenue en janvier 2020, qui s'intitule Cinéma et neurosciences, du cinéma émotif à EmotiveR. C'est donc que j'ai développé tout un ensemble, enfin un corpus de connaissances transdisciplinaires autour de la question des émotions et de la perception et de la compréhension de l'immersion et de l'interaction. Voilà, avec différents apports, entre autres des neurosciences. Au niveau pédagogique, à l'ESSAD-TALM, on a commencé cette année un arc qui s'appelle Transport numérique et espace virtuel, dans lequel les étudiants commencent des projets en VR. Donc c'est tout nouveau, hein. On a commencé ce semestre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est 3 enseignants très complémentaires, puisque on travaille avec Fabien Bourdier, qui est en design sonore et qui donc va guider les étudiants sur la création du son dynamique 360, immersif. Et puis, à design sur le développement dans Unity. Voilà. Donc, auparavant, l'année dernière, j'avais déjà fait un workshop à l'école où on avait fait venir un réalisateur, Georges Esteban Blin, un réalisateur espagnol, et on a créé un film en 360. On a fait un tournage, ce qui a permis de voir, pour que les étudiants voient bien tous les aspects concrets et de la complexité aussi du tournage en 360. Alors, EmotiveR fait suite à un projet d'il y a quelques années qui s'appelle le cinéma émotif. C'était un film neuro-interactif qui utilisait les EEG déjà, et on avait travaillé à l'analyse de ces émotions. Donc, on est dans le cadre d'une interaction qu'on dit implicite, voire inconsciente du spectateur, en tout cas qui part de son ressenti, de données objectives en fait de son ressenti, qui dite objective, hein, par les scientifiques bien sûr, mais concrète en fait, physiologique. Et c'est cette physiologie qui va interagir avec le film. Donc pour le cinéma émotif, il s'agit des émotions du spectateur. Les différents personnages avaient différents comportements, ce qui éclairait l'intrigue de façon différente. Voilà. Donc,
Pour Emotivr, il s'agissait d'amener donc cette analyse des émotions en temps réel dans le contexte de la réalité virtuelle. On a travaillé avec le laboratoire LS2N de l'Université de Nantes, avec un financement de la région de Pays de Loire. On a eu 1 an de financement recherche avec la responsable du projet qui s'appelle Toinon Vigier. On a embarqué aussi des stagiaires coréens et des étudiants en master de Polytech Nantes. Les enjeux scientifiques, donc le premier enjeu, c'était de combiner le casque EEG avec le casque de réalité virtuelle. Hein, comme vous voyez ici, c'est un petit peu un empilement. Et puis, ça pose des tas de questions. Mais voilà, pour l'instant, ce qu'on a fait, donc on a utilisé un casque Epoch avec un HTC Vive. Donc, le casque Epoch, c'est le casque EEG. Le deuxième enjeu, donc, c'était de reprendre une analyse des émotions qui avait été faite pour le cinéma émotif avec le Labri de l'Université de Bordeaux, piloté par Myriam de Sainte-Catherine, que je suis heureuse de retrouver ici dans ce colloque. Donc, on a repris cette analyse à partir des EEG, dont on déduit la valence. Hein, donc, la valence, c'est une approche scientifique des émotions qui consiste à analyser les émotions plaisantes ou déplaisantes. Hein, c'est une échelle de valeur qui va d'agréable à désagréable, positive à négative, si on veut. Et donc, le LS2N a emmené ces données qu'on avait vers Unity. Voilà. Et puis, il y avait une autre question, parce que dans mes travaux, j'aime bien donner un feedback émotionnel au spectateur, vu que c'est une interaction qui lui échappe beaucoup. Donc, il me semble important de donner une sorte de feedback graphique qui lui permette de contrôler, de contrôler entre guillemets, c'est-à-dire de voir en temps réel l'interaction, l'évolution de ses émotions, comment ça se traduit. C'est un indice de l'interaction, on va dire. Donc, dans le cinéma émotif, c'était des petits écrans qui étaient à côté de l'écran principal et qui donnaient ces données émotionnelles en temps réel. Et là, donc, on a dû trouver une autre solution pour être dans l'environnement 360. Alors, juste, voilà, le casque G-Epoch, qui est une sorte de compromis, parce que ça n'a pas la qualité d'analyse scientifique, mais bon, qui a pas mal de capteurs quand même. On en a pris les données brutes, et à partir de ces données brutes, on a développé dans OpenVibe, qui est un logiciel de l'INRIA, une analyse de la valence. Ensuite, pour chaque spectateur, on refait une calibration une électricité semblable, enfin, les ondes cérébrales ne sont pas positionnées de la même façon, etc. Donc, il faut calibrer. Et ensuite, le but, donc, dans le cinéma, dans l'Emotivr, c'était pas comme dans le cinéma émotif de faire des embranchements narratifs. Il y avait déjà fort à faire pour se lancer aussi dans cette complexité. Donc, je me suis centrée sur la création d'une bande sonore interactive. Voilà, donc juste un petit détail sur la calibration des émotions. La démarche a été de reprendre un système d'images affective picture system, qui sont des images en fait qui ont été mises au point par des psychologues. Donc chaque image représente une valeur positive à négative, enfin plaisante à déplaisante des émotions, avec aussi le niveau d'excitation qui lui est attribué. Donc c'est des images qui ont été montrées à énormément de personnes. Et nous, ce qu'on fait pour la calibration, on remontre un set d'images au spectateur au début de son expérience en réalité virtuelle. Alors,
les montre de façon frontale, hein, et pour vérifier que la valeur de l'image correspond à la valeur de l'analyse qu'on a en temps réel. À savoir aussi que le LS2N se lance, il y a il y a une thèse de doctorat pour essayer de développer des images qui seraient montrées en 360 directement. Voilà, donc le film pilote, Freud, la dernière hypnose. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit teaser, juste pour vous présenter le film. Ça se passe, donc c'est un moment important de la vie de Freud. Il faut savoir qu'au début, Freud s'est énormément intéressé à l'hypnose. Il a suivi les leçons de Charcot à la Salpêtrière et il croyait énormément à cette pratique jusqu'à ce moment un petit peu crucial, alors qui est moitié fictionnel, moitié réel, mais qui est inspiré de Jean-Paul Sartre. En fait, il y a un scénario qui s'appelle le scénario Freud, qui a été écrit par Jean-Paul Sartre pour John Huston, qui a réalisé ensuite un film qui s'appelle Freud, Passion secrète. Donc en fait, ce scénario Freud qui était beaucoup plus vaste et Sartre n'a pas assumé finalement ce qui a été fait par Huston. Mais bref, voilà, donc c'est à partir de ce scénario que j'ai conçu cette scène, donc cruciale dans le sens où c'est le moment où Freud, c'est une séance d'hypnose qui va assez mal se passer, et c'est le moment où Freud va décider d'abandonner l'hypnose, ce qui le mènera plus tard à l'invention de la psychanalyse. Alors, je vais faire une tentative. J'espère que vous verrez bien et que ça passe bien, sinon vous me dites, et puis on abrégera. Voilà le teaser du film. Il y avait lui, Karl, le névrosé. Je ne dois pas sortir. Si je n'étais pas attaché. Et moi, le jeune docteur Freud. Qu'arriverait-il? Je sortirais. Et je tuerais. Regardez-moi. Vous êtes dans votre chambre, monsieur Vangeau. N'écoutez que ma voix. Et vous n'avez pas envie de dire. Votre respiration est lente. Vous avez peur de l'avance. Vos paupières sont lourdes. Et vous avez envie d'en avoir peur. Vous dormez. Vous êtes endormi. Ne pensez plus à rien. Ce n'est pas votre histoire. La faute du père salit toujours le fils. Et le fils doit payer pour le père. Donc pour la partie artistique, il y a eu des producteurs, en particulier DV Group, qui est spécialisé dans les contenus VR. Mais aussi, ça a été une collaboration recherche avec les Satan Mise en scène, au Mans. On a fait participer des étudiants de l'école, ils sont venus en stage pour le tournage. Et puis, on a eu 2 stagiaires qui sont venus sur le site de l'école pendant 3 mois. Christophe Ray, qui a un master en création numérique à l'Université de Toulouse, qui s'est beaucoup occupé de la post-production. Et Mathias Arjoux, qui était en master de design sonore à l'Université d'Aalto, en Finlande, et qui était déjà un musicien. C'est quelqu'un qui avait déjà une grande expérience.
et qui a donc conçu à la fois le sound design, la musique, voilà, et le son 360. Et en plus, la musique neuro-interactive. J'ai sauté. Voilà. Donc, je peux vous inviter à voir sa page. Là, il y a une page sur son site internet. Alors, il est parti sur mon autre écran. Voilà, c'est ça. Donc, je vous invite à regarder son site. C'est extrêmement complet sur toute la démarche, le processus pour réaliser cette bande sonore émotionnelle. Voilà. Donc, je vous parlais du feedback émotionnel. Donc, comment intégrer un feedback émotionnel graphique dans l'espace 360 de façon à ce que le spectateur ne soit pas perturbé dans son immersion dans la fiction. Donc, je voulais pas quelque chose comme les jeux vidéo qui vient un petit peu au premier plan et la notion qu'on voit au niveau sémantique, ça permettait de penser que c'est un autre lieu de l'expérience, un autre niveau, un autre aspect de l'expérience qui est dans le miroir. Et donc, sur cette petite barre qui change en temps réel, quand ça va vers le bleu, c'est des émotions négatives, et vers le jaune, c'est des émotions positives. Voilà, c'est le travail donc, de LS2N, et c'est le choix des couleurs qu'ils ont fait. Voilà, donc il y a un autre aspect qui est très important dans ce projet, c'est le choix du point de vue, puisque le spectateur, il y a une partie qui est commune, mais il y a une partie qui est la séance d'hypnose, pendant laquelle le spectateur va incarner l'un ou l'autre des personnages principaux, donc soit être le patient, soit être le thérapeute. Et ce point de vue, en fait, il y a une séquence qui s'appelle la séquence qui est une sorte de séquence du choix où on voit les deux personnages. Et quand le regard se pose plus sur l'un ou l'autre des personnages, en fait, il y a de la fumée qui apparaît, mais ça, c'est un motif qui vient d'une séquence d'avant où il y a la fumée du cigare de Freud qui est très présent. Et donc, en fait, quand on regarde l'un ou l'autre, la fumée se développe et on va passer dans la scène suivante du point de vue subjectif, dans le point de vue subjectif de ce personnage. Voilà. Je vais aller un petit peu directement là. Donc, en fait, on a conçu deux perceptions subjectives de la scène, hein, parce que pendant l'hypnose, effectivement, pourquoi elle se passe mal, c'est que Freud se rend compte qu'il souffre de la même névrose que son patient, qui est une névrose qui théorisera plus tard comme le complexe d'Oedipe. Alors, au niveau du son, on a la vision subjective de chaque personnage. En fait, elle est renforcée par une musique qui lui est propre, hein, qui a son thème musical propre, donc une musique extra-diégétique. Et puis, d'une façon, cette musique est modifiée en temps réel par l'état émotionnel du spectateur aussi. Et pareil pour l'image, il y a des hallucinations qui sont propres à chaque personnage et il y a des variations, des effets visuels qui changent en fonction de l'émotion du spectateur. Mais en fait, l'empathie, voilà, la question de l'empathie se pose. Est-ce que quand on incarne un personnage, on est plus empathique avec le personnage qu'on incarne ou pas? A priori, non. C'est plutôt le personnage qu'on voit en face de soi avec lequel on est le plus empathique. Il y a eu des études là-dessus, et puis c'est également la théorie des neurones miroirs. Donc, c'est la personne qu'on voit en face à laquelle on s'identifie le plus.
Donc, dans ce que j'ai voulu faire, c'est le point de vue subjectif de chaque personnage, sauf que très vite, je me suis aperçue que ça pouvait devenir assez ennuyeux puisque je ne peux pas bouger ma caméra. Donc, je ne peux pas faire bouger mon personnage dans la scène, ce qui m'a obligée de passer à d'autres plans, à des plans objectifs. Donc, en fait, le spectateur, il saute un petit peu dans l'espace. Il est là, là, il est Karl, le patient. Et puis, tout d'un coup, Karl se lève et hop, ça marche pas. Karl se lève et le spectateur se retrouve de côté et prend du coup là un statut de spectateur. Donc c'est assez complexe en fait. Mais finalement, on s'est aperçu que c'était finalement assez plaisant ces petits sauts dans l'espace. Je ne savais pas comment les spectateurs allaient réagir, mais finalement, quand il n'y en a plus, au bout d'un moment, on a envie que ça bouge comme ça. On devient un peu addictif. Alors la question du cadrage, évidemment, on en a un petit peu parlé. Il n'y a plus il y a plus de hors-champ, effectivement, une expérience 360 avec effectivement les nuances qu'a apporté Philippe Fuchs juste avant. Mais en fait, là, par rapport au langage cinématographique, ça pose vraiment des questions du choix de la vision de l'auteur, puisque c'est le spectateur qui choisit où il regarde. Alors évidemment, ce regard est mené par l'action et le son en particulier. Et puis le hors-champ, c'est quand même une dimension où le spectateur qu'on dit passif dans la salle de cinéma, qui ne l'est pas du tout. Le hors-champ, c'est là où le spectateur invente et co-crée en quelque sorte et crée des images qui n'existaient pas dans le film. Voilà. Et ce jeu avec les images que va créer le film, enfin, on peut parler d'images régradientes si on se réfère à Freud, à la théorie de Freud, donc qui sont les images générées par le cerveau, et ben, elles accompagnent la perception du film. Et si on propose en hors-champ, par exemple un son en hors-champ qui est derrière le spectateur dans l'expérience 360, au lieu de lui faire provoquer une imagination, on lui fait provoquer une action physique. Donc ça, c'est extrêmement différent et ça pose la question. Alors, bon, ça, c'est un peu tout le développement théorique que j'ai fait dans ma thèse, mais ça pose la question de l'engagement du spectateur dans le film. On en a un petit peu parlé hier, d'ailleurs, c'était très intéressant, les interventions là-dessus. Mais c'est vrai que, en tout cas, on est dans des nouveaux paradigmes où l'action prend une autre part. Et qu'est-ce qui se passe en termes d'engagement quand on a de l'action du corps, c'est toute une question. Alors, un autre aspect qui est dans la réalisation, qui est assez nouveau, c'est où est le son. Là, on voit sur l'image un preneur de son avec une perche, c'est exactement ce qu'on ne peut pas faire tellement en 360. Alors, je précise quand même qu'il y a plusieurs façons de filmer. Moi, le choix qu'on a fait, c'est de filmer vraiment complètement en 360. Donc, toute l'équipe technique et moi-même, nous étions dans une pièce à côté. Et d'ailleurs, l'acteur qui donnait la réplique aussi, il y avait, quand on était en plan subjectif, il n'y avait que la caméra et un acteur qui joue en face d'une caméra, et l'autre acteur de l'autre côté de la porte qui lui donne la réplique au son. Donc c'était assez nouveau au niveau du dispositif. Mais il y a une autre manière de faire qui est de faire un plateau en fait en 2 fois 180. On tourne 2 fois 180, ce qui pose d'autres questions, d'autres complications évidemment. Voilà, donc en fait, la prise de son, donc on peut pas la faire. Là, on l'a pas faite. Enfin, il y a beaucoup de sons en post-prod évidemment. Mais qu'en est-il du son extra-diégétique?
Donc, je vous ai parlé de la musique de Mathias, composée par Mathias Arjoux. Donc, la question qu'on s'est posée, est-ce qu'on la met en binaural, c'est-à-dire comme si elle était dans la tête du spectateur, ou est-ce qu'on la spatialise, même si elle est extra-diégétique normalement. Donc, c'est vraiment des questions nouvelles. Nous, on a choisi de la spatialiser, ce qui allait plus dans le sens de l'hallucination. Mais on aurait pu aussi faire le choix de mettre du son binaural à ce moment-là, comme on l'a fait pour la voix du personnage qui est incarné par le spectateur. Quand le spectateur parle, c'est du son binaural. Enfin, quand le personnage incarné par le spectateur parle, c'est du son binaural, bien évidemment. Ce qui pose des problèmes un petit peu quand on saute, comme je vous ai montré, d'un plan à l'autre. Quand on saute du son binaural là, on va être dans du son binaural, et puis tout d'un coup, on se retrouve là. On ne peut pas. Enfin, c'est vraiment des questions sonores un petit peu brutales. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'attendre que le personnage ait fini de parler. C'est dans les silences qu'on change de plan, par exemple. Voilà. Alors, pour faire état du projet, en fait, on est dans une phase, on a fini une phase 1 de la recherche. Nous, au niveau artistique, réalisation, on a tout mis en place. Mais le fonctionnement des données en temps réel ne fonctionne pas encore. Donc, tous les éléments en fait, qu'on a vont nous permettre de lancer une version finalisée en 360 qui est déjà avec ses deux choix, etc., qui a déjà son intérêt en tant que film. Et puis, il y a une phase 2 à lancer pour la recherche. On doit améliorer au niveau du hardware, parce que je vous ai montré cet empilement de casques, et il y a des choses qui sont mieux à trouver, plus ergonomiques sans doute. On a principalement un problème de brouillage des signaux EEG avec les mouvements de la tête, et ça, c'est vraiment du développement logiciel, c'est vraiment le gros problème à régler. Et puis, une calibration en 360, voilà, que le LS2M veut continuer. Donc, pour lancer cette deuxième phase de recherche, moi, je cherche des nouveaux partenaires pour nous accompagner, qui soient peut-être plus avancés sur certains points particuliers. Et puis, une fois qu'on aura que ça fonctionnera, on pourra faire une phase de résidence en expérimentant avec les spectateurs, et puis évaluer un petit peu le retour des spectateurs. Voilà où nous en sommes. Et je vous remercie de votre attention.